En France, les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes. Des milliers de personnes subissent des inondations, des feux et des périodes de sécheresse intenses. Dans Aléa, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui sont directement confrontés au dérèglement climatique. Avec ce podcast, la Massive souhaite sensibiliser le grand public aux risques engendrés par les aléas naturels. Pour cette nouvelle saison, nous allons dans les Pyrénées-Orientales. Le département a souffert de graves périodes de sécheresse ces dernières années. Épisode 1. Le choc de la sécheresse. Dans cet épisode, Claire nous reçoit à Elne. Elle est ingénieure et veut revégétaliser l'espace urbain. À son arrivée dans les Pyrénées-Orientales, elle ne s'attendait pas à faire face à une telle urgence climatique. On est dans la ville haute à Elne, la ville ancienne, et on va sur le plateau à côté du cloître là pour avoir une jolie vue sur toute la ville. Il y a des petits oliviers un peu partout dans la ville. Le nom des rues est écrit en français et en catalan. Alors carrer, ça veut dire rue en catalan. On est vraiment ici avec une culture très forte au niveau de la catalanité. Et il y a beaucoup de gens qui parlent catalan même au quotidien. Je m'appelle Claire Moquier, j'ai 36 ans, j'habite à Elne, dans les Pyrénées-Orientales. Ici, on est sous la cathédrale et on est sur les remparts, on domine la ville basse d'Elne. Et puis on voit aussi un panorama à 180 degrés. On voit les Albères, la montagne là au fond, qui sépare la France de l'Espagne, et la mer à vol d'oiseau qui est à 5 km devant nous. Et d'ici, on devine quelques-uns des jardins qui ont été créés dans la ville. Donc il y a les jardins dans la ville basse par là-bas. Cette année c'est vert. Cette année il a un peu plus plu. Mais il y a 2 ans, même l'année dernière, c'était vraiment pas la même chose au niveau du paysage. Ici, on est au bord du petit canal d'Elne. Et ben, c'est la première fois que je vois de l'eau dedans depuis que je suis arrivée il y a 2 ans et demi. Là on va traverser. Bienvenue chez moi. Bon, c'est un peu le bazar chez moi. J'ai grandi en banlieue de Montauban avec des parents enseignants et d'ailleurs toute une famille enseignante, avec une branche de ma famille dans le Lot, donc installée au milieu des vignes. Des vignes bien polluées, bien traitées. Donc, j'ai grandi en considérant que les agriculteurs étaient sur leur tracteur toute la journée, dans des environnements pas très agréables. Finalement, il m'a fallu quand même pas mal de temps et arriver à la vingtaine pour avoir un autre regard sur l'agriculture. J'ai toujours été intéressée par les questions environnementales. Je pense que ça a commencé dès le petit stage d'immersion qu'on fait en 3e, que j'ai fait à Météo France. Et donc, au lieu de partir dans la voie qui m'était destinée, qui était la recherche autour de la physique et de la chimie de l'atmosphère, j'ai décidé de me tourner vers des actions plus concrètes dont je peux mesurer l'impact plus rapidement parce que comme ça je me sens utile. Et en fait, il a fallu que je déconstruise certaines choses et notamment liées à ma propre alimentation puisque
Pendant mes études, on m'a diagnostiqué des problèmes de thyroïde et les problèmes de santé ont fait que j'ai fini par prendre conscience qu'à travers mon alimentation, je pouvais déjà me soigner, prendre soin de moi, mais aussi soigner mon environnement. Et après avoir fait ce changement-là sur moi-même, je me suis dit que j'avais peut-être trouvé ma voie au niveau professionnel qui était d'agir sur les modes de production alimentaire pour que partout où j'aille dans le monde, finalement, je puisse accéder à une alimentation qui soit diversifiée et saine. Donc je me suis formée à la permaculture sur l'île de la Réunion. La permaculture, c'est une façon de produire tout type de production, donc des légumes, des fruits, sans travail du sol. Et ensuite, j'ai eu une opportunité de travail à Taïwan, dans une ONG qui avait pour mission de planter des arbres en ville. Alors à Taïwan, c'est 70% de la population qui vit dans les villes. Ça veut dire qu'il y a un gros enjeu lié à l'urbanisation, qu'il y a des fortes densités de population et peu d'espaces de nature, et donc qu'on peut utiliser les espaces publics pour créer des vrais oasis urbains qui vont être des lieux de rencontre et aussi des lieux d'apprentissage. Et ensuite, quand je suis rentrée en 2020, j'ai continué à développer ce genre de projet en France. J'ai été contactée par d'autres villes pour partager mon expérience, et notamment par la ville d'Elne, où je suis arrivée fin février 2023. Et donc, on a planté les premiers arbres sur des placettes. Et ensuite, j'ai plus quitté Elne. Alors, Elne, c'est une très belle ville. Il y a un ensoleillement magnifique. On a une rivière qui nous a arrosés tout au long des siècles et qui a fait de notre terre une terre extrêmement riche. Alors, je suis Nicolas Garcia, maire de Elne, dans les Pyrénées-Orientales. Nous avons un passé agricole aussi très riche, puisque nous étions le potager du sud de la France. Nous avions un marché qui était mercurial, c'est-à-dire qui contribuait à fixer les prix des produits agricoles. Aujourd'hui, nous comptons 9 895 habitants, en gros 10 000 habitants. C'est une population qui est très 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 diverse, puisqu'il y a un passé agricole qui nous a amené beaucoup de vagues d'immigration. C'est une des villes les plus pauvres de France. En termes de population, de sociologie, elle est très difficile à gérer, mais en même temps très attachante. Donc tout ça fait que c'est une ville très très riche et intéressante. Alors on vient de connaître une sécheresse historique qui a duré 3 ans. Sécheresse dont on n'est pas sorti, puisque les nappes profondes, nous avons beaucoup tapé dans ces nappes, et malgré un bel automne et printemps pluvieux, l'eau rentre dans les nappes, mais elles ne se remplissent pas. On n'arrive pas à recharger ces nappes profondes, qui sont quand même le trésor de notre territoire, et puis la source d'eau pour l'avenir. On a eu très peur. Pour dire la vérité, on a eu très peur d'être en situation de rupture. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau, même pour l'eau potable. Et qu'on est obligé de faire des coupures ponctuelles pour pouvoir de nouveau avoir de l'eau robinet. Mais il y a au moins 5-6 communes qui ont été à l'eau minérale. Il y aura un peu d'eau. Alors là, on va sur le cours d'eau Réard. C'est un petit cours d'eau qui est dans la plaine du Roussillon aussi. Je suis Raphaël Michaud. Moi, je suis géographe de formation et expert des thématiques de l'eau. Ben là, on est descendu dans le lit du cours d'eau. Et voilà, un cours d'eau sans eau. Quand j'avais 15-20 ans, je sais que mon père, ça nous arrivait de venir pêcher ici, on pêchait des petits poissons. Et maintenant, il n'y a plus d'eau. Alors pourquoi il y avait de l'eau il y a 30 ans? C'est sûrement parce qu'il y avait moins de prélèvements dans les nappes superficielles. Et du coup, les nappes, en période estivale, elles font remonter de l'eau aussi dans le cours d'eau. C'est un héritage géologique. Et donc c'est pour ça qu'il y avait quasiment tout le temps de l'eau. Moi j'ai un souvenir dans les années 80, 90, on se baignait même l'été, dans des petits gouffres, etc. Il y avait tout le temps de l'eau. Alors si on revient sur le contexte méditerranéen,
Il y a le fait d'avoir des pluies très intenses sur des pas de temps très courts, ce qui fait qu'on a des gros volumes d'eau et les sols ont du mal à les absorber. Ça, c'est une première particularité. La mauvaise répartition entre les pluies en période froide et en période chaude, en synthèse. Donc il pleut en général bien à l'automne, au printemps, mais il pleut quasiment pas à l'été. Donc ça, c'est notre spécificité. Et on a un paramètre aussi qui est très contraignant pour la végétation et pour l'agriculture, c'est les vents. On a des vents dominants, notamment la tramontane, qui assèche le sol. C'est-à-dire que si on a une pluie assez intéressante de l'ordre de 10-20 mm, c'est possible que rapidement derrière on ait des vents asséchants qui vont accentuer les phénomènes d'évapotranspiration. Et là, depuis 3 ans et la sécheresse, bon, là c'est presque le petit désert. Hein. Il y a des plantes ici qui poussent qui ne sont pas des plantes de cours d'eau, hein. On est plutôt sur des plantes de prairies sèches presque. Des coquelicots, là typiquement, c'est pas spécialement ce qu'on trouve dans les cours d'eau. Différentes petites herbacées. Normalement, on devrait avoir une végétation spécifique des milieux humides, donc des saules, des frênes, des choses comme ça en fait. Là, les arbres ils sont morts là. C'est des vieux arbres, ça c'est des peupliers noirs. Ils sont morts. En situation de sécheresse, il y a moins d'eau. Et souvent, on va chercher dans les nappes. Alors quand c'est les nappes superficielles, ça pose pas trop de problèmes parce qu'elles se rechargent d'une année sur l'autre avec la pluie. Quand c'est sur les nappes profondes, c'est plus complexe. Les nappes profondes, c'est des eaux qui sont un héritage géologique très très ancien. Il faut à peu près 60 ans à une goutte d'eau pour aller de la surface à ces nappes profondes. Et donc en quelque sorte, ces périodes de sécheresse, elles ont un double impact. Un impact direct sur ce qu'on subit en temps réel et un impact sur le long terme puisqu'on prélève plus dans des ressources protégées et ces ressources elles risquent de nous manquer plus tard. Donc si on tape syndicat de nappe Plaine du Roussillon, hop, ça c'est un organisme qui doit avoir peut-être 20-25 ans qui est dédié à la gestion des nappes. Donc voilà, typiquement on est sur la carte du 24 avril 2025. Donc il y a différentes zones. En fonction de la situation des nappes, on a fait un code couleur. Le code couleur rouge, c'est pour dire que c'est en crise. Et après il y a orange, jaune, vert et bleu. La situation normale, c'est bleu. Et si on regarde, elles sont toutes en niveau d'alerte, niveau de crise. Cette carte, elle date du 24 avril. Il y a eu une pluviométrie assez importante cette année, au-delà presque de la normale. Et pourtant, on est quand même en situation de crise. Donc ce qui montre qu'en fait l'impact dans le temps, il est aussi sur le moyen terme, voire ce sera sur du long terme malheureusement. Ce qu'on subit aujourd'hui, c'est pas uniquement le fait du changement climatique, c'est aussi les conséquences de nos politiques et de nos stratégies de développement du territoire. Alors je m'explique, nous on a subi des inondations assez importantes sur notre territoire, notamment en 1940, et donc la stratégie qu'on a adoptée, c'est une stratégie de l'eau en tant que menace, ce qui peut se comprendre à l'époque. Mais aujourd'hui, on considère qu'on a cassé les cycles naturels d'infiltration de l'eau, et on en subit les conséquences parce que ça démultiplie l'effet des sécheresses. En gros, quand on construit des lotissements, dans les années 80, 90, 2000, les lotissements ne prenaient pas trop en considération le paramètre eau. On imperméabilisait, le trop-plein de l'eau partait, et nos cours d'eau, malheureusement, on les a un peu mis à mal, on les a chenalisés. C'est-à-dire qu'on a mis des digues de part et d'autre, on a mis des barrages. Et ça accentue aujourd'hui nos problèmes de sécheresse. Il faut qu'on repense tout ça. Quand je me suis installée à Elne, fin février 2023, je ne savais pas qu'on était en situation de sécheresse. Quelques semaines après être arrivée, il y a un arrêté préfectoral qui tombait, alors qu'on n'était qu'au mois de février. On ne peut pas arroser avec cet arrêté préfectoral. Il n'y a que les agriculteurs qui sont autorisés à arroser dans un premier temps, et encore sur des jours bien particuliers. Ça m'a fait bizarre, j'y croyais pas. Et donc là, je me suis dit, je vais rentrer dans une autre dimension de ce qu'était ma pratique, parce que moi, mon travail, c'est quand même de planter des arbres.
Nous, grosso modo, la perte sur la première année, c'était 150 000 € de chiffre d'affaires. Et la seconde année, ça a été la même, quoi. 75% des nappes phréatiques ont un niveau trop bas pour la saison. Toutes les sources sont taries à ce moment-là. Des restrictions d'eau envisagées avant même l'arrivée du printemps. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu d'eau du tout. 77 départements sont en alerte sécheresse. Une sécheresse qui persiste. J'ai vu les arbres griller. Tout a crevé. Dans le prochain épisode, Claire va à la rencontre de paysans en montagne, d'agriculteurs de la vallée et des habitants de la ville d'Elne pour comprendre l'impact de la sécheresse intense qui a frappé le département ces dernières années.